Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est empiler des blocs, c'est ça? Ma nièce de 2 ans aussi, puis c'est pas un objet de collection. Eh bien, je crois sincèrement que ce suspect va vous sortir de votre retraite. J'ai un robot à retirer du marché. Hey, oui, tu dormiras plus tard. Oui. Oh mon Dieu! Mais que lui a-t-il fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Rob a fait manger cette console. Quelle heure est-il? 1h du matin, pourquoi? Il est trop tard. N'est jamais nous lire la console à pleine minuit. Hey, t'as vu ça? Oui, la nourriture a causé une métamorphose. Non, t'as un vieux chinois sur ton épaule. La première moitié des années 90 aurait été le terrain d'une guerre sans merci entre deux géants du divertissement, Nintendo et Sega. La Genesis a ouvert le bal du combat des consoles 16 bits en octobre 88 et Nintendo a répliqué avec la Super Nintendo. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas Sega qui aura poussé Nintendo à offrir une grande sœur à la NES. En effet, c'est plutôt la compagnie NEC, en sortant sa propre console PC Engine en octobre 87, qui poussera le géant du jeu vidéo à développer une suite à la Famicom. Annoncée en septembre 1987, la Super Famicom, souvent abrégée Sous-Fami, sortira presque 2 ans plus tard, le 28 juillet 1990. Ce sera un succès flamboyant. Au total, entre 1990 et 2003, l'année de son arrêt de production, la Super Famicom aura vendu 49,1 millions d'unités. Elle est souvent considérée comme la meilleure console de jeu de tous les temps par les collectionneurs et elle demeure l'emblème de la domination de Nintendo sur le marché du jeu vidéo. Évidemment, les versions japonaises et nord-américaines de la console offrent des différences notoires, telles que la manette japonaise est plus colorée, mais 2 des boutons de la manette nord-américaine sont concaves. Le fil de notre version est doublement plus long que la version nippone. Les cartouches de jeu ont la même taille mais pas la même forme, ce qui les empêche d'être joués sur une autre version de la console. Finalement, les consoles elles-mêmes n'ont pas la même moulure. Masayuki Uemura, le designer de la Famicom et de la Sous-Fami, propose un design rond et sexy. De son côté, Lance Barr de Nintendo of America a voulu concevoir une boîte qui n'avait pas l'air d'un jouet, donc elle est plus carrée, plus sobre et... Mais qu'est-ce que c'est que cette base? Oh. Je pense que la différence entre les deux designs s'explique par le fait que l'Occident et l'Orient n'ont pas la même vision des technologies futures. La
dernière fois, je t'ai parlé d'un jeu, Tetsuan Atom, qui était basé sur la série Astro le petit robot dans les années 80. J'ai également mentionné qu'il existait plusieurs jeux d'Astro. Il existe donc plusieurs jeux d'Astro? Eh bien, la raison pour laquelle je te parle de la sous-famille aujourd'hui, c'est qu'il existe un jeu d'Astro, jamais sorti en Occident, pour cette console-là. J'irais même jusqu'à le classer dans la catégorie des meilleurs jeux à licence jamais développés. Ouais. Comparé à la version Famicom, c'est définitivement la version à laquelle tu as envie de jouer. T'es curieux? Allez, c'est l'heure, je joue le jeu. Tetsuan Atomu, aussi appelé Mighty Atom, ou si tu le permets, Super Astro le petit robot, est un titre sorti le 18 février 1994 pour la Super Famicom de Nintendo. Il fut développé par Minato Giken, une compagnie qui a aussi conçu Dynamite Headdy pour la Sega Master System, et publié par Zamuse, un éditeur qui nous avait apporté Macross Scrambled Valkyrie. Dès que tu démarres la console avec le jeu dedans, je trouve ça drôle. Et vous, ça vous amuse? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah, number one! Ouais! Tellement! Merci! Merci à mes fans! Merci à ma famille! Merci à Dieu! Oh yeah! Mighty Atom est un jeu de plateforme action classique, mais vraiment agréable à jouer. Astro a une surprenante liberté de mouvement. Il peut voler, ramper, nager, soulever des blocs et exécuter une charge aérienne. Maîtriser la charge aérienne est crucial et dès que tu l'intègres à ton style de jeu, tout devient facile. Surtout les boss de fin de niveau, principalement à cause de la courte période d'invincibilité lorsque tu charges, tu cognes un mur et retombes. Ça va t'éviter de voir l'écran de Game Over trop souvent et... qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une toast tellement pourrie qu'il y a une face qui est poussée dessus. Ah là là, je ne sais qu'à faire. Prendre ce titre qui semble s'agencer à mes goûts de lecteur? Ou cet autre qui est dramatiquement moins cher? Et toi? T'oses tellement pourri qu'il y a une face qui est poussée dessus. Qu'en penses-tu? Le plus important dans la vie, c'est d'avoir de bons amis, une famille qui t'aime et trouver l'âme sœur. Tu as raison. Merci d'être là pour moi, Toast tellement pourri qu'il y a une face qui est poussée dessus. Un peu comme la version Famicom, presque tous les niveaux offrent un défi différent. Contrairement à la version Famicom, par exemple, on reste dans le registre d'action niveau après niveau, ce qui offre une meilleure cohésion au final. L'équipe de développement connaissait bien la sous-famille et n'a pas peur d'utiliser tous les artifices dont elle est capable, surtout le magnifique Mod 7 qui permet de jolis effets visuels. Les niveaux sont généralement basés sur des épisodes de la série de dessins animés des années 80 et les cinématiques sont courtes et n'entravent jamais l'action. On reconnaît bien tous les personnages et plusieurs ennemis classiques du dessin animé sont les boss de fin de niveau dont, enfin, Atlas. Il y a aussi des fantômes qu'Astro peut battre à coups de poing. Des fantômes? À coups de poing? Roche, papier, ciseaux, allumettes, canal, lézard, Spock. Fantôme. Mighty Atom propose une production soignée et réussit à emprunter les bons éléments au bon jeu. Les cœurs cachés qui augmentent ta barre de vie, les salles de boss en fin de niveau, les ennemis robots. Le résultat rappelle quelquefois Mega Man X, mais c'est une bonne chose. Évidemment, le jeu n'est pas censé quelques défauts. Astro se déplace de manière un peu lente et il n'a pas d'attaque à distance, lui qui pourtant a un doigt laser dans le manga. Également, charger son énergie pour voler demande que le joueur lâche tous les autres boutons de la manette, ce qui mène parfois à des morts inutiles. Comme je te l'ai déjà mentionné, la charge aérienne rend le jeu très facile. Sauf le niveau 6, dans lequel tu dois simplement attraper un oiseau bleu, mais qui relève plus de la chance qu'autre chose. C'est vraiment difficile. Ça devient vite frustrant. Come on! C'est pas dur de même dans la vraie vie attraper un oiseau. Check! Check! Au total, Mighty Atom ne demande que 45 minutes pour le finir. Remarque, c'est un détail qui n'empêche pas d'autres jeux à licence d'être devenus des classiques. Pense par exemple à DuckTales qui se termine en moins d'1 heure, mais t'as tout de suite envie d'y rejouer.
Les quelques défauts de Mighty Atom l'empêchent d'être parfait, mais ça reste LE jeu en importation à posséder pour tous les fans d'Astro. Pour en finir avec la comparaison, c'est peut-être pas digne d'un DuckTales ou d'un Rescue Rangers, mais facilement d'un My Little Mermaid. C'est pas le meilleur jeu à licence, mais c'en est un qui mérite toute ton attention. J'ai trouvé ma copie avec le boîtier original et le livret d'instructions pour 50$, ce qui se situe dans la moyenne des prix que j'ai pu croiser. La cartouche seule se trouve facilement entre 20 et 25$. Si t'as pas envie de te casser la tête avec l'import, il reste toujours Astro Boy The Omega Factor, un jeu de la mythique compagnie Treasure qui est sorti en Amérique pour la console portable Game Boy Advance. Ce fut un succès critique et avec les années, il s'est bâti une solide réputation. Puisqu'il est sorti en Amérique du Nord, j'en parlerai pas en détail, mais fais-moi confiance, c'est un autre jeu d'Astro qui vaut la peine d'être joué. Pour conclure, tu le vois bien, il existe plusieurs manières de jouer avec Astro sur ces consoles. Mais va pas jouer avec des vrais robots là, parce qu'il y en a qui sont très dangereux.